C'est bon, c'est parti. Action. Donc, aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, vous savez, sur la chaîne, que ça soit sur le Twitch, que ça soit sur le YouTube, on parle de promotion, prévention, santé. On a fait Octobre Rose, on a fait le mois sans tabac, on a fait Movember, avec une superbe moustache. Et je souhaitais aussi aborder d'autres thématiques, notamment l'organisation du parcours des études de médecine en France, de la première année jusqu'à l'internat, vers l'infini et au-delà. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal pour commencer. Et donc là, on part sur une vidéo. On est sur Twitch en live. Cette vidéo, elle va être sur YouTube. Et salut YouTube, du coup, un coucou à toutes et à tous. Et donc voilà, une fois qu'on a vu le programme, démystifier le parcours, expliquer les étapes, déconstruire les idées reçues, et bah bam, tu veux comprendre ce qui se cache derrière ces longues années d'études, et bah suis le guide et je vais t'accompagner et on va faire étape par étape. Et plus que réfléchir, je vais essayer d'agir. Ah, ok, donc c'est parti. Après les objectifs, c'est parti. Donc pourquoi ce live? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ah, déjà, on en parle. Pourquoi? Pour qui? Pour les curieux. Pour les personnes qui aimeraient comprendre un peu plus le parcours. Qu'est-ce que ça comprend, ce parcours? On nous dit que c'est stressant. J'ai vu des films, j'ai lu des livres, j'ai regardé des séries. Ça a l'air à la fois d'un métier passionnant parce qu'on soigne, des fois on sauve des vies. Et en même temps, ça a l'air difficile. Ensuite, il y a des personnes, peut-être que vous connaissez, peut-être vous-même, qui êtes à un moment de votre vie où vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle et vous vous dites qu'est-ce que ça implique? Si je m'engage dans cette voie, qu'est-ce que ça implique vraiment? Ça a l'air long, ça a l'air difficile, je suis hésitant, je veux en savoir plus. Donc, deuxième possibilité. Puis enfin, il y a les passionnés du sujet qui veulent essayer de comprendre un peu plus ce qu'il y a, et vous allez voir après derrière tout ce qu'on entend, notamment dans l'actualité. Quand je vous parle d'un sujet de société, je suis navré de commencer par là, mais c'était pour moi impensable de ne pas commencer par là. Ça, c'est une série de captures d'écran d'hier. Je suis allé sur internet, j'ai tapé études de médecine dans ma barre de recherche actualité et je n'ai tapé que ça. Hein. Ce qui ressort en 1, France 3 régions. Étudiant en médecine, souffrance psychologique, burn-out, risque suicidaire, on en reparlera. Santé mentale, étudiant et interne en médecine toujours en grande souffrance. Anxiété, dépression, pensée suicidaire. Dépression, études supérieures, 10 chiffres clés sur le sujet. Dépression, harcèlement, surcharge de travail. L'état de santé mentale des étudiants en médecine toujours très préoccupant. De source, Le Figaro, France 3, le quotidien du médecin qui est un quotidien de référence. Et en plus, donc il y a ce sujet-là, moi, dont je veux absolument parler aujourd'hui, on va en parler. La santé mentale des soignants et des étudiants en médecine en particulier. Et qu'il faut prendre en compte quand on rentre dans le parcours parce que c'est très dur. Et il se trouve qu'il y a eu une réforme de première année il y a pas longtemps, en fait, en 2020, et que la semaine dernière, la Cour des comptes, rue Cambon, une institution prestigieuse, les magistrats de la Cour des comptes ont rendu un rapport nous expliquant que la réforme de 2020 qui a supprimé la PACES, c'est-à-dire la première année de médecine, pour la transformer en PASLAS, et bien qu'en fait cette réforme posait problème. Donc 4 ans après avoir modifié un parcours qui existait depuis des dizaines d'années, on a la Cour des comptes qui nous dit que finalement c'était pas une si bonne idée que ça. Et donc voilà aussi pourquoi ce live. Parce que derrière l'intérêt qu'on peut avoir pour les études, derrière l'intérêt qu'on peut avoir pour la santé, derrière les personnes qu'on connaît qui peuvent être en souffrance, eh bien il y a aussi une actualité brûlante sur le parcours. Une actualité brûlante. Les Échos, Marianne, etc. L'étudiant. Donc voilà. Je vous ai promis le parcours d'un combattant. Est-ce que c'est du chiquet? Vous allez me dire, mais Patch, ils y vont. Toi, t'y es. On te voit pas avec un treillis. Est-ce que vraiment est-ce le parcours du combattant? Bon.
J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui, c'est le parcours du combattant. Non, ce n'est pas impossible puisqu'on est 12 000 à réussir chaque année à aller au bout. Hein. Un peu moins maintenant. Mais surtout, c'est le parcours du combattant auquel il faut être préparé psychologiquement, auquel il faut s'être entraîné et il faut connaître les étapes clés. Voilà. Et si on arrive à passer toutes les étapes une à une, on arrive à exercer l'un des plus beaux métiers au monde selon moi. Donc, on va aller sur chaque étape, on voit qu'on a une frise qui est assez, moi je la trouve assez claire. On a ce qu'on va appeler les prérequis. Les prérequis en médecine, c'est la première année. Ensuite, il y a le premier cycle. On termine la première année, boum, on réussit le concours, on rentre en médecine, on rentre en deuxième année, et on rentre dans ce qu'on appelle le premier cycle. Ce sont les deuxième et troisième années qui nous permettent d'aborder les matières fondamentales et qui nous permettent aussi de découvrir ce que c'est concrètement que l'exercice de la médecine en milieu hospitalier. Puis, en validant nos partiels, ici tranquillement, on arrive au deuxième cycle, ce qu'on appelle l'externat. Hop, externe en médecine, c'est là où je suis. Et là, concrètement, on est en stage à l'hôpital, on est chez nous en train de travailler comme des fous pour préparer un concours qui tombe juste là, boum, le petit concours, et qui va déterminer ensuite tout le reste de notre vie professionnelle, notre spécialité, notre région initiale d'affectation, pendant qu'on sera donc interne. Au cours de notre internat, on sera amené à passer notre... Donc interne, on est médecin en formation, donc à ce moment-là, boum, on est médecin, mais on n'est pas encore docteur, on est médecin en formation. Quand on passe notre thèse, on devient docteur en médecine, et bah, ça va de 7 à beaucoup d'années en fait, hein, parce que en fonction de la spécialité, on y reviendra après, ça peut être très long, ce troisième cycle. Donc on va commencer au début. On va commencer au début avec cette première année dont je vous disais à l'instant qu'elle était contestée déjà. C'est-à-dire qu'on a une réforme depuis 2020. Auparavant, on avait ce qu'on appelait la PACES. La PACES s'est transformée en PASS, Parcours Accès Santé, ou en LAS, Licence avec Option Santé. Je vais vous expliquer rapidement quelles sont les différences. Donc c'est comme s'il y avait deux voies il y avait deux premières années en parallèle, comme ça. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont dit à l'époque qu'il fallait changer la PACES? Déjà parce que il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus. Le numerus clausus, c'était un nombre déterminé chaque année au niveau national qui disait combien d'étudiants pouvaient rentrer en deuxième année. Il faut savoir que historiquement, et c'est pas une blague, hein, historiquement, cette décision date du début des années 70, c'est Simone Veil, quand elle a été ministre de la Santé, qui l'a mis en place, donc sous Valéry Giscard d'Estaing. Et l'idée, donc à l'époque, l'Europe, les pays de l'OCDE de manière générale, étaient baignés dans une idéologie libérale, économique. Et l'idée du numerus clausus était de dire qu'en limitant l'offre de soins, on allait limiter la demande de soins. C'est une logique libérale de base. Évidemment, ça ne s'est absolument pas passé comme ça, puisqu'aujourd'hui, on est en train de payer toutes et tous très très durement ces décisions, puisque pour former un médecin, comme vous l'avez vu sur la slide juste avant, il faut entre 9 et 14 ans en fonction des spécialités. Donc si on prend une décision en 1974, et qu'à l'époque, en plus démographiquement, on arrive encore à absorber les besoins de soins, eh bien, c'est plutôt au début des années 2000 qu'on commence vraiment à ressentir le contre-coup, en même temps que les baby-boomers sont devenus des papy-boomers, qu'ils ont des comorbidités très très importantes. On rencontre une pénurie de médecins, des médecins de plus en plus vieux qui commencent à partir en retraite, des nouveaux médecins qui n'ont pas exactement la même vision de l'exercice du métier, c'est-à-dire que travailler 95 heures par semaine, ça n'est pas non plus leur priorité dans la vie. Donc, contrairement aux anciennes générations, et donc on a payé très très durement le numerus clausus. Il a été décidé en 2020 de le faire exploser, enfin de le faire sauter en tout cas, de le transformer en numerus apartus, c'est-à-dire de laisser à chaque faculté régionale le droit
de choisir la quantité d'étudiants qu'elle était en capacité de former et d'absorber pour ses stages. Et donc, la PACES s'est transformée en la CEPAS pour donner une plus grande flexibilité d'organisation, pour aussi donner un deuxième élément, c'est qu'auparavant, lorsqu'il y avait PACES, on pouvait redoubler une fois, et à la fin de ce premier redoublement, on ne pouvait plus redoubler, ce qui fait qu'hypothétiquement, on avait passé notre baccalauréat, on avait fait notre première année de médecine qu'on avait ratée, on la redoublait, on l'a raté à nouveau, donc on avait fait 2 ans d'années sup dans le vent, et il n'y avait aucune reconnaissance des années faites. Ce qui veut dire qu'on avait, à l'issue de ça, beaucoup de personnes qui, puisque c'est un concours qui est difficile, on avait beaucoup de personnes qui se retrouvaient à 2 ans après le bac, sans aucune perspective d'études. Il fallait recommencer dans une voie complète. Donc, sont arrivés en 2020 le système de PASS et le système de LAS, et le système est assez simple. Soit à la fin du baccalauréat, on passe par Parcoursup et on choisit la PASS, c'est-à-dire le parcours spécifique santé, qui va grosso modo nous proposer un parcours avec 80% de nos cours en université dédiés sur de la biochimie, de la physique, des sciences, enfin tout ce qui va se rapporter au monde de la médecine et de l'odontologie et de la maïeutique et de toutes les spécialités médicales, et 20% d'autres choses. L'autre chose, ça va être une mineure qu'on va pouvoir choisir. On va par exemple pouvoir faire PASS médecine avec une mineure en droit. Donc on va avoir 20% de nos cours qui seront du droit. Parce que là, c'est l'inverse. Là, c'est 80% de droit, par exemple, et 20% de médecine. Et donc, ce faisant, ça permet aux personnes de ne pas perdre de temps, de ne pas perdre de temps dans les années supérieures. Donc voilà. Là, on a un petit tableau récapitulatif. En cas d'année validée, on peut passer en cas de non-validation, on ne peut pas redoubler là, ça passe, par contre. Ça, c'est le grand changement par rapport à la PACES. En cas de redoublement de la LAS, on peut redoubler sa LAS, donc sa majeure, mais on ne peut pas reprendre sa mineure. Donc par exemple, j'avais 80% de droit, 20% de médecine, je vais en première année de droit. Et en cas d'année validée, eh bien à ce moment-là, pour les PASS, ils rentrent en médecine, ou ils peuvent accéder directement en deuxième année de licence. Et pour les LAS, lorsqu'ils valident leur année, ils passent en deuxième année de licence, où ils peuvent candidater aux études médicales. Ce nouveau système, avec des objectifs au cours de cette première année, qui sont d'introduire les bases fondamentales scientifiques minimales que n'importe quel étudiant de deuxième année doit connaître. Donc les bases vraiment minimales d'anatomie, de biologie, de chimie, biochimie et même de biocell, de physique, de biophysique. On va dire que ce sont des matières scientifiques fondamentales à ce stade, avec un peu d'anatomie quand même. Je vous ai mis ici à quoi ressemblaient les cours en première année. Donc UE, c'est unité d'enseignement, hein, simplement c'est ça. Donc UE1, 2, 3, etc. Donc chimie, biochimie, génome génétique, cellules et tissus, physiologie humaine générale, sciences humaines et sociales, médicaments, autres produits, un peu de physio humaine. Pareil, si vous regardez au niveau des coef, c'est pas le plus important. Médicaments, autres produits, physique, biophysique qui est sur 10 en médecine. Chose qu'on ne fera absolument plus jamais dès qu'on sera en deuxième année, mais en première année, ils trient beaucoup là-dessus. De la biostat et un peu d'anat avec notamment le massif crânio-facial. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les unités d'enseignement en première année. La fin d'année, c'est l'année de sélection. Ça permet de sélectionner les étudiants qui continueront. Nous, on va aller sur le côté médecine, mais ça sélectionne tous les étudiants. Qui va en dentiste, qui va en kiné, qui va en sage-femme, qui va en médecine. Et grosso modo, on a un taux de réussite qui est variable en fonction des facs, puisque ça dépend du nombre d'inscrits, du nombre de places, etc. On a un taux de réussite pour le concours qui est de 5 à 15% en fonction des facultés. Et c'est le moyen ultime pour filtrer, et donc vous l'aurez bien compris, c'est pas un concours qui se passe au talent, hein. C'est un concours qui ne se passe qu'au travail. Il n'y a aucune forme de surprise à ce concours.
Ce n'est que du travail, pur et dur. Avec beaucoup de motivation, puisque ce sont des heures et des heures à bûcher avec un système de sélection qui est fait par QCM, qui est avec beaucoup de pièges où on peut s'amuser à inverser des noms, des syllabes de molécules de médicaments qui ont 5 ou 6 syllabes, on inverse 2 et on fait 5 propositions de réponse juste en inversant 2 syllabes. Ça peut ressembler à ça, hein, vraiment. Donc le parcours du combattant, vous disais-je. Ah oui, donc ça y est, on a le prérequis, on l'a passé. Bravo, bravo, vous êtes en 2e année. Oh là là, vous êtes en 2e année, vous rentrez dans le premier cycle. 2e et 3e année. Qu'est-ce qu'on fait dans le premier cycle? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, on va faire des trucs qu'on aime. On va faire de l'anatomie, de la physiologie. On va comprendre l'anatomie. On va comprendre les structures du corps humain. Physiologie, c'est le fonctionnement. Et on peut pas comprendre le fonctionnement si on comprend pas la structure. Donc on va commencer par apprendre la structure, les structures de tous les appareils cardiovasculaires, respiratoires, l'uro, pneumo, tous les appareils digestifs. On va faire de l'anatomie, de la physiologie. On va commencer à avoir une ébauche de pathologie, juste là, une petite ébauche de pathologie, plus en mode culture G à ce stade, parce qu'il y a tellement de choses, honnêtement, à apprendre en anatomie et physiologie qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. On nous apprend un petit peu de pharmacologie aussi, pareil, c'est un peu la même logique, hein, c'est que vous comprenez comment est construit le corps, comment il est censé fonctionner, et puis avec quelques exemples, de temps en temps, on vous montre comment ça fonctionne plus et qu'est-ce qui peut être utile de faire. Voilà. Donc, dans le premier cycle, voilà les matières importantes. Le premier cycle, c'est aussi l'occasion d'apprendre les premiers cours sur les situations critiques, de passer les premières formations de secouristes qu'on passe tout au long des études après, jusqu'à avoir la formation de secourisme la plus importante. Et donc, dès la 2e année, plus exactement dans l'été qui est entre la première année et la 2e année, vous faites un stage infirmier de 3 semaines et vous faites un stage de premier secours, une formation de premier secours dès cet été-là. À quoi ressemble une première année? Pareil, je vous en ai pris une, je sais plus si c'est Toulouse, non c'est Côte d'Azur. J'ai essayé de varier un peu les plaisirs parce que fondamentalement ça change pas énormément à chaque fois. Hein. Voilà le premier semestre d'un 2e année. Il fait lieu cardiovasculaire, c'était pareil chez moi. L'appareil respi, c'était pareil chez moi. Moyens d'exploration pyopathe, ok, des bases médicales, pas de problème. Des stages en hospitalier, on va en parler parce que dès la 2e année, en effet, on commence à découvrir les joies et les affres du CHU. Et puis, toujours en 2e année, on fait de la sémiologie générale, la sémiologie, la reconnaissance des signes cliniques. De la base moléculaire et des pathologies, base moléculaire et cellulaire des pathologies, des cours d'introduction sur ce qui deviendra plus tard de l'éthique clinique, avec santé, société, humanité, l'appareil digestif, l'appareil des voies urinaires, tissu sanguin, un peu d'anglais quand même, parce que l'anglais est une matière qui reste très très importante tout au long des études de médecine, étant donné que tous les articles scientifiques sont écrits en anglais, publiés en anglais, et donc une partie du concours de l'internat est une épreuve de LCA, lecture critique d'articles, en anglais, qui compte quand même pour 10% de la note totale, donc c'est pas facultatif. Voilà. Donc voilà à peu près à quoi ressemble une 2e année de médecine. Donc dans ce premier cycle, 2e, 3e année, on est dans la transition, on voit de la théorie toujours, mais de la théorie qui s'affine un petit peu, qui va aller sur des domaines d'intérêt, avec l'anatomie, je vous le disais, avec la physiologie, vers de la clinique un peu plus, et des choses très pratico-pratiques aussi. Les étudiants de médecine en 2e et 3e année vont à l'hôpital une demi-journée par semaine, ou une journée par semaine, pour regarder, pour rencontrer des patients, voir ce que c'est qu'un être humain et non pas l'organe qu'on leur apprend, qu'on leur fait apprendre par cœur. Et justement, c'est un moment qui est essentiel parce que c'est à ce moment-là où, je rappelle qu'à cet âge-là, ils ont 19 ans.
un peu, ouais, ils ont 19 ans, et que c'est à ce moment-là qu'on peut espérer leur inculquer les bases de savoir-être et de savoir-vivre qui seront essentielles pour toute leur carrière future. Donc voilà. Justement, ils arrivent à l'hôpital dès la 2e année, ils commencent à effectuer des stages hospitaliers, ils observent, parfois ils assistent quand le senior ou l'interne ou l'externe qui les prend en charge leur demande est-ce que t'as déjà enfilé une paire de gants stériles, est-ce que t'as déjà nettoyé une plaie, est-ce que, enfin des choses comme ça, sous la supervision évidemment de quelqu'un en permanence. Donc voilà, et ça leur permet de voir, de donner du concret dans leurs connaissances théoriques, parce qu'ils ont des têtes bien pleines, mais qui ne sont pas encore des têtes bien faites, et l'objectif c'est d'en faire des têtes bien faites. De la même manière, c'est aussi leur faire voir, je rappelle qu'ils ont 19-20 ans, leur faire voir leur environnement de travail. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais travaillé ou peu travaillé auparavant, peut-être un petit travail d'été, etc. Voilà, ils arrivent au CHU, hein, CHU c'est une usine, c'est des milliers et des milliers d'emplois, des milliers d'interlocuteurs, c'est un monde à part entière. Comment interagir avec les patients, comment interagir avec ses collègues, comment interagir avec les autres professionnels de santé, les paramédicaux, etc., etc. Ils sont là pour, un peu comme des éponges, pour absorber ça et essayer d'en retirer le maximum. Maintenant, je vais pas vous mentir, ils ont 19-20 ans. La plupart d'entre eux s'en fichent. La plupart d'entre eux se disent: j'ai réussi une année, la première année qui était très dure, j'ai le concours, je fais le strict minimum pour valider mes partiels, je fais la fête à côté, et si je viens pas en stage, de toute façon, et ça c'est très vrai à l'hôpital, si je viens pas en stage, personne ne va vraiment trop le voir, parce que fondamentalement on a tous d'autres choses à faire quand on travaille que de s'assurer que ils sont bien tous là. Les petits, à bien suivre, à bien faire, etc. Si on voit des personnes qui veulent, qui s'investissent, et c'est pareil partout dans la vie, hein, si on a quelqu'un qui veut s'investir, évidemment qu'on prend le temps, qu'on lui montre, qu'on fait, etc. Maintenant, si le mercredi d'après, c'est un groupe de 5 initialement, le mercredi d'après ils reviennent, ils sont que 4, personne ne s'inquiète de savoir où est le 5e, hein. C'est la réalité. Donc, ils apprennent, qu'est-ce qu'ils apprennent concrètement? Qu'est-ce qu'ils sont censés apprendre pendant ces années cliniques? Ils sont censés apprendre ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'interrogatoire. Bon, l'interrogatoire, on va encore plus précis, c'est de demander, de s'adresser au patient pour qu'il vous dise pourquoi il est là, quel est son problème, quels sont les médicaments qu'il prend, etc. Parce que il y a une grande différence, on a beau le lire dans des livres, etc. Il y a une grande différence quand on nous dit bon bah voilà, il faut faire l'anamnèse, ensuite l'examen clinique, c'est comme ci, c'est comme ça. La première fois qu'un étudiant de 2e année arrive voir quelqu'un et lui dit est-ce que vous avez un problème de tension? Ça c'est un truc qui tombe à 100%. Et il y a 2 trucs qui tombent très très souvent qui me font toujours rire. Bonjour madame, est-ce que vous avez un problème de tension? Non, j'ai pas de problème de tension. Donc l'étudiant, puisqu'au début ils ont un petit calepin, ils notent bon, il n'y a pas d'hypertension artérielle, etc. Et donc il y a toujours quelqu'un à côté de lui, hein, comme je vous disais. Puis je vous dis, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps aux urgences. Il y avait une jeune P2, donc P2 c'est 2e année, qui fait ça. Puis je me retourne vers la dame, je dis mais madame, vous prenez des médicaments pour la tension? Ah bah oui, je prends des médicaments pour la tension. Je dis ah bon, donc si on prend pas les médicaments, la tension elle est pas bonne? Ah non, bah non, la tension elle est pas bonne. Mais apprendre à poser les questions et à avoir les réponses qui nous intéressent. Si on arrive vers quelqu'un, on dit est-ce que vous avez des problèmes de tension? Cette personne, ça fait 30 ans qu'elle est sous antihypertenseur, elle n'a pas de problème de tension. Mais en réalité, elle a une hypertension artérielle qui est traitée. Donc c'est des choses qu'on apprend. La deuxième chose qui est ultra fréquente, jeune femme de 25 ans, 27 ans, on va dire, allez. Bonjour madame, qui vient parce qu'elle s'est foulée la cheville. Bonjour madame, etc.
Est-ce que vous prenez des médicaments? Non, non, je prends pas de médicaments. D'accord. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, vous prenez pas de médicaments? Non, vous prenez un contraceptif. Ah oui, c'est vrai, j'ai un implant, ou alors je prends la pilule. Parce que la pilule, c'est devenu tellement un mécanisme, c'est tellement habituel qu'on le considère même plus comme un médicament, que des patients ne le considèrent même plus comme un médicament, ou dans le cas où il y a un implant, ou dans le cas où il y a un stérilet, puisque on le sent pas au quotidien. Eh bien, pour le coup, c'est considéré, enfin, c'est omis par le patient. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on essaye. Ça, c'est des exemples très concrets, mais ça, il faut le rencontrer dans sa vie, dans sa pratique, pour se rendre compte que bonjour monsieur, est-ce que vous prenez des médicaments, ou bonjour madame, est-ce que vous avez de l'attention, ça n'est pas posé, ça n'est pas la bonne manière d'aborder le problème. Ça n'est pas la bonne manière d'aborder le problème. Mais donc, c'est ça qu'ils apprennent, concrètement. Ils apprennent évidemment en pratique l'auscultation, la palpation, la prise de tension. Ils peuvent apprendre, et c'est pareil, en fonction de ce qu'ils ont envie, de l'investissement qu'ils ont envie de donner à leur stage. Moi, en deuxième année, il y a un de mes stages qui se passait pas trop bien. Les médecins avaient pas le temps de s'occuper de nous, etc. Et je suis allé vers une infirmière, et je lui ai dit, écoute, moi je suis là toute la journée, mais bon, les médecins s'en foutent, donc concrètement, je pourrais rentrer chez moi, il se passerait rien. Mais moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être aux côtés des patients, etc. Est-ce que je peux te suivre toute la journée et tu m'apprends à poser des voies périphériques, tu me montres ce que c'est, je te donne un coup de main, etc. Est-ce que ça te va? Donc en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Évidemment, je vous dis, ça sera jamais du 100%, on va jamais accueillir les gens tout le temps parfaitement dans les meilleures conditions avec des croissants, des chouquettes, oh là là, t'es l'étudiant de l'année, on t'attendait. Non, ça se passe pas comme ça du tout. Mais il y a toujours un moyen de réussir. Donc l'importance de l'interaction avec les patients, c'est ce que je disais, elle est essentielle, et que c'est cela, cette communication médecin-patient, qui est l'expérience initiale que cet étudiant ou cette étudiante va avoir en deuxième année, va être la pierre sur laquelle va reposer l'ensemble de la carrière à venir de cette personne. Parce que avoir une tête bien pleine et remplir sa tête, on peut le faire toute sa vie, mais développer son savoir-être, on peut aussi le faire. C'est plus simple de prendre les bonnes habitudes d'emblée. Donc c'est plus simple à 19 ans, 20 ans de dire à quelqu'un, quand tu rentres dans le box ou dans la chambre de quelqu'un, tu toques avant d'entrer. Quand tu nettoies quelqu'un qui est dans un coma, tu lui expliques, il a beau ne pas pouvoir te répondre, tu lui expliques tout ce que tu fais, tu parles tout le temps. C'est beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi à quelqu'un qui a 19-20 ans et qui commence, plutôt que de dire à un chef de service de 52 ans, écoutez, vous êtes gentil, mais avant de rentrer dans la chambre comme ça, vous allez toquer. Parce que il va pas nous entendre de la même manière. Expérience vécue. Donc parcours du combattant, parce qu'à la fin de ce premier cycle, on arrive au deuxième. Le deuxième cycle. C'est là où j'en suis. C'est ma vie. Ça, c'est ma vie, les amis. Je voulais une photo de la réalité versus Vite Carabin. Vite Carabin, c'est le dessinateur dont je vous parlais, qui fait depuis des années de la vulgarisation des études de médecine. Il fait des bandes dessinées où il décrit la vie des carabins, où il décrit la vie des étudiants. Et donc là, c'est concrètement l'externat. C'est le stade où on se dit, mais vraiment, on a signé pour ça? Quand vous mettez la pile de livres et qu'elle vous dépasse de ce que vous devez apprendre, vous dites, ah ouais, d'accord. Parce qu'on en est là, concrètement. On en est vraiment là. Donc, l'externat, c'est le deuxième cycle. Qu'est-ce que l'externat? L'externat, c'est, si je devais dire qu'est-ce que l'externat, c'est comment devenir un vrai médecin. C'est ça l'objectif de l'externat. Le vrai objectif de l'externat, c'est ça. On a validé le premier cycle. Ça veut dire que maintenant, dans notre tête, on connaît l'anatomie du corps humain. On connaît la physiologie du corps humain. Donc on sait comment le corps humain est constitué. On sait comment le corps humain est censé fonctionner. Ça, on le sait. Ah bah donc maintenant, on va apprendre quand ça fonctionne pas.
puisque ça sert à ça un médecin, parce que sinon je serais chercheur ou je sais pas quoi. Mais non, moi je suis là pour soigner normalement. Donc maintenant qu'on a bien appris tout ça, on doit apprendre le reste. Si vous vous souvenez du plan initial du premier cycle c'était anatomie, physiologie, et puis il prenait appareil par appareil et il décortiquait tout. Voilà la structure du cœur, allez, on part sur 25 heures sur le cœur, et puis voilà la physiologie du cœur, et puis on faisait pareil. Voilà, on fait pareil pendant l'externat, sauf qu'on fait de la physiopathologie. C'est-à-dire qu'on reprend tous les items, donc tous les appareils, cardiovasculaire, pneumologie, rhumatologie, neurologie, néphrologie, hématologie, enfin tous, on les prend tous. On prend tout ça, et on dit, bon bah maintenant, on connaît par cœur quand ça fonctionne bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas ? L'avantage, c'est que si on a bien appris, si on a bien compris surtout, si on a bien compris les logiques du corps humain quand il fonctionne bien, on comprend les logiques du corps humain lorsqu'il ne fonctionne plus. Et donc on comprend aussi les logiques de traitement. Et c'est ça l'externat. L'externat, c'est maintenant, on part sur des items. Un item égale une maladie, grosso modo. 40 pages à apprendre par cœur sur la maladie. Et on apprend à traiter cette maladie. Donc on a 50% de notre temps qui est dédié à faire ça, chez nous, et on a 50% de notre temps qui est dédié à l'hôpital public, au CHU. Ce qui fait que on n'est plus du tout dans l'optique d'y aller une fois de temps en temps à l'hôpital pour voir hey, coucou comment ça va. Non. La semaine prochaine, je vous ai expliqué, en ce moment je suis en ortho soins intensifs. Lundi, 7h30, il y a le staff. Et j'aurai fini vers 18h normalement, enfin un peu avant. Mardi, je suis de garde pendant 24 heures. Donc mardi jusqu'à mercredi, je suis de garde. Ensuite, je me repose le reste du mercredi. Jeudi, c'est 7h45 jusqu'à 17h et quelques. Vendredi, c'est 17h45 jusqu'à 17h et quelques. Et samedi, c'est de 7h30 jusqu'à 13h. Et ça, c'est une semaine standard pour un externe. Donc, je rappelle qu'un externe, c'est entre guillemets, c'est un alternant. C'est 50, ça, c'est 50% de mon temps, d'après l'hôpital. Donc, on est plus impliqué. J'aime bien la manière dont je l'ai mis. On est plus impliqué dans la prise en charge des patients, c'est sûr. On est sous la supervision des internes, qui sont donc des médecins en formation, des docteurs juniors et des chefs, donc des médecins seniors. On a un rôle qui est de plus en plus actif. On réalise tous les examens cliniques. On participe au diagnostic cette fois-ci, c'est-à-dire que avec toutes les connaissances qu'on a emmagasinées, alors c'est pas nous qui disons ah ouais non mais ça c'est une sclérose en plaques, ça c'est évident, ça non mais vous avez non c'est sûr, non. On participe au diagnostic, on essaie de les comprendre déjà, c'est une première étape qui est pas mal. Des fois, quand on voit des signes un peu particuliers, on peut dire ah bah tiens ça pourrait ressembler à ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et l'interne réfléchit ah oui t'as raison, ou alors non c'est une mauvaise idée, mais en tout cas voilà on participe. On assiste les médecins lors des actes médicaux. Et alors là ça peut aller de tout, hein, de la ponction lombaire, des sutures. Là on fait tout ce qui est, enfin il faut apprendre quoi. Donc on apprend à faire tous les actes. En sachant que, à la grande différence du P2, P3, donc deuxième, troisième année, qui est là comme étudiant pour apprendre, pour découvrir, là, les externes, on est salarié de l'hôpital public aussi. C'est-à-dire qu'on est étudiant, mais salarié de l'hôpital public. On est donc responsable de la prise en charge de nos patients, et on est responsable de nos actes. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais il y a une... Enfin, on est clairement avec un encadrement de nos supérieurs, de nos internes en particulier, mais on est responsable de nos actes. Et là, c'est pareil. Tout à l'heure, je taclais gentiment les P2, P3. Bon, les externes, c'est pareil. Les externes, ils ont 22, 23 ans. Moi, c'est un peu différent parce que j'ai un parcours où j'ai fait une passerelle, j'ai fait d'autres choses. J'en parlerai sur une vidéo dédiée sur les passerelles, etc. Donc, je suis un peu plus vieux. Mais les externes, c'est pareil. Moi, je dis l'externat, ça va de la plante verte jusqu'au massage cardiaque. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, si vous n'avez pas envie d'aller en stage, si vous aimez pas, si vous dites non, mais moi, j'aime pas la chirurgie, je veux pas être là, je boude. Non, mais moi, c'est pas juste, je boude, je vais pas. Bah oui, bah vous êtes la plante verte, vous servez à rien.
Si vous tombez sur un chef qui a envie de vous secouer, il va vous secouer très fort, et ça peut vraiment secouer très fort. Mais intrinsèquement, vous pouvez vous débrouiller. On peut essayer. Il y a des externes qui sont spécialistes pour ça, pour se cacher, pour faire la plante verte, pour ne pas aller en stage. Parce que forcément, moins on va en stage, plus on a de temps chez nous pour apprendre par cœur des livres, ce qui nous permet à la fin d'avoir des superbes places au concours, mais par contre de ne pas savoir s'adresser à un être humain. Parce que forcément, si on va pas en stage et qu'on ne pratique pas les actes, etc., quand on arrive interne et que là on n'a plus le choix, là la réalité est violente. Donc la réalité de l'externat est très variable déjà en fonction de l'investissement de l'externe, très variable en fonction du service. Il y a des services dans lesquels vous faites beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des services dans lesquels vous ne faites pas grand chose. À ce moment-là, quand on fait pas grand chose, on peut toujours trouver quelque chose à faire. Ça dépend des internes, ça c'est très interne dépendant. Il y a des internes qui ne vont pas pouvoir parce qu'ils ont beaucoup de travail, ou qui ne vont pas vouloir parce qu'ils n'ont pas envie vous expliquer des choses. Pareil pour les chefs. Donc ça dépend de plein de choses, mais la réalité c'est qu'on peut, vous voyez, moi je n'aime pas la chirurgie. Aujourd'hui je suis en chirurgie orthopédique, j'adore mon stage et j'apprends à faire plein de trucs au quotidien. Et je suis avec des co-externes dont certains n'aiment pas du tout leur stage alors qu'on fait la même chose. Et je suis pas en train de dire oui c'est génial de faxer le bon d'une radio pour vérifier s'il y a une luxation d'une prothèse de hanche, mais d'essayer de donner du sens à ce qu'on fait. On peut toujours essayer de donner du sens à ce qu'on fait. Donc voilà, ça dépend du degré de maturité qu'on a par rapport à ça. Donc en fait, l'externat, c'est un peu tout ça, quoi. Déjà, l'externat, c'est les gestes. Bon, j'ai mis des petits gestes pour faire peur à personne. J'ai mis les livres. Encore une fois, vous allez me dire, mais il nous embête avec ces livres. Mais pour qu'il y ait les quiz pendant les lives, il faut bien que j'apprenne les livres à un moment. Donc les livres, et en fait c'est une quête en permanence contre le temps. Le temps, parce qu'on sait qu'il y a les échéances du concours qui vont arriver. À un moment on va être ici, à composer, sur tablette maintenant, mais on va être là. Et on va être tous les étudiants de France les uns contre les autres. Donc il faut réussir à la fois à bien faire les gestes, il faut réussir à apprendre à bien se comporter avec les patients, à avoir la bonne attitude professionnelle, tout en conciliant cette exigence-là. Il y a le concours. Eh ouais, parce qu'à la fin du deuxième cycle, il y a un concours. Parce que vous allez me dire, mais attends. Tu nous dis, il y a un concours là, il y a les prérequis, un concours là. Ensuite, tu rentres là. Là, il faut s'occuper des gens. Là, tu m'as dit, la semaine dernière, tu travailles 60 heures, la semaine prochaine 70. Mais t'as le concours. Le concours, c'est quoi ce concours? Le concours, c'est ce qu'on appelle l'EDN, concours de l'internat. C'est un concours national, classant, exigeant, qui est composé de 3 dimensions. 60% de la note de ce concours, c'est l'épreuve écrite. C'est ce qu'on fait quand on est en live là avec les QCM. Donc 60% du concours se résume en quelques demi-journées où on passe des centaines de QCM sur tous les livres. Donc ça c'est 60% de la note. Et donc 60% de la note, c'est les écrits. En fin de 5e année. Vous vous rendez compte? Là je suis à la moitié de la 4e. C'est-à-dire que dans 18 mois, je passe à la moulinette. Ensuite, en fin de 6e année, il y a les écosses. Les écosses, ce sont des mises en situation, 369 mises en situation face à des personnes qui jouent les patients ou face à des mannequins. Et ce sont des situations, par exemple, ça peut être prise en charge, généralement c'est ça, prise en charge de, donc quelque chose par exemple, prise en charge de la douleur chez quelqu'un qui a été opéré pour une prothèse de hanche. Je crois que c'est une situation de départ. Prise en charge de crise suicidaire. Ça représente environ 30% de la note. Et enfin, il y a 10% de votre note qui sont ce qu'on appelle des points de parcours. Parce que évidemment, je pense que vous l'aurez tous compris, quand on est en médecine, on a le temps de faire des choses à côté. On a le temps et on a envie et on a le besoin de faire de l'associatif, du caritatif, d'avoir une entreprise, d'avoir un deuxième, un troisième travail. En fait, il y a des points de parcours, c'est-à-dire tout ce que vous faites en plus de ce que je viens de dire,
C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est considéré comme la base. Tout ce que vous faites en plus de la base. Donc voilà. Voilà comment est-ce qu'on gagne des points à ce concours. Vous allez me dire, bon, est-ce que c'est vraiment important d'avoir des points à ce concours? Bah ouais, c'est important. Pourquoi? Parce que le concours, il va déterminer la spécialité de votre choix. Le concours va déterminer la spécialité de votre choix. Donc si vous avez un rêve très précis et qui est très difficile, et on va voir les 2-3 stats, le concours va vous dire si vous êtes... Je vais pas reprendre la médecine du travail, je vais prendre une autre spécialité. Si vous êtes médecin, si vous êtes psychiatre, ou si vous êtes chirurgien orthopédiste. C'est le concours qui va vous le dire. C'est votre classement. Donc, la spécialité, c'est ce qui va ensuite définir tout le reste de votre avenir professionnel. En tout cas, une bonne partie. Ça, c'est simplement pour que vous compreniez que la R2C, donc la R2C, c'est le nom de la réforme du concours, fonctionne comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous passez la première session d'EDN à la fin de la 5e année, comme je vous le disais. Donc, ce sont les écrits. Il y a une possibilité de rater les écrits par minimum 14 sur 20 sur les compétences de rang A. Ensuite, il y a les écosses qui se passent en 6e année, comme je vous le disais. Phase de parcours où justement, on compte tous les points de tout ce qu'on fait tout le monde. Ah bah toi, t'as fait l'hôpital des nounours, t'es nounoursologue. Toi, t'as passé un master en plus. Toi, tu travaillais à côté. Ok, ça fait des points, tout ça en plus. Bon, on additionne tes points de l'EDN, les points de tes écosses, les points de ton parcours. Il y a un algorithme d'appariement et boum, il y a une liste d'affectation. En fait, il y a un classement. Donc, vous l'aurez compris. Ah, il manque un petit T ici. J'étais sûr d'avoir corrigé. Bon, vous l'aurez compris. Les externes jonglent entre présence à l'hôpital, les études, les révisions pour le concours, avec des horaires qui sont un peu denses, avec des gardes un peu denses aussi, des examens à préparer en continu, et puis puisqu'il faut faire des masters en plus pour avoir des points en plus, et on s'en rajoute, et donc l'organisation devient très vite quelque chose de crucial. Moi je vous ai juste mis, alors c'est pas, je prétends pas avoir la science infuse, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de à quoi ressemblent mes semaines. Mes semaines, donc je vous l'avais envoyé je crois il y a longtemps, mais moi donc je distingue mes semaines de deux manières. Les semaines quand je suis à l'hôpital et les semaines quand je suis chez moi. Mais alors là, on part du principe que c'est une semaine d'hôpital où je n'ai pas de garde, hein, d'accord? Donc il me faut à peu près 30 minutes depuis chez moi pour arriver jusqu'à mon CHU. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les étudiants de médecine qui nous regardent. Essayez le plus possible d'être le plus près possible du CHU. Si vous ne pouvez pas, comme moi par exemple, télécharger des podcasts médicaux pour écouter, utiliser ce temps que vous avez de transport pour le mettre à profit pour vos révisions, ou si vous êtes dans des transports en commun et que vous avez des QCM à faire pour vous réviser, faites-le à ce moment-là, ça vous fait vraiment gagner un temps précieux. Donc moi je me lève tous les jours à 5h du matin, week-end compris, de 5 à 6, une routine de vie de 5 à 6. Mon staff en ce moment est à 7h30, il faut que je sois à l'hôpital à 7h30 ou plus tard, il me faut un peu plus de 30 minutes pour y aller, mais je veux être large, donc je compte 50 minutes le temps d'arriver sur place, de me changer, etc. Ça fait que je pars au plus tard à 6h30. Donc de 5 à 6, je fais mon rituel, de 6 à 6h30, je prends un petit déjeuner, et ensuite je pars travailler. Ensuite je reviens quand la journée est terminée, et en temps normal, je travaille 2 heures tous les jours quand je suis en stage, en rentrant. J1, J1 plus J2, etc. Ça, c'est juste des méthodologies de travail, c'est les items que je vois, tout simplement. Et je m'aménage des temps. Donc les temps rouges, c'est les temps où je suis à l'hôpital. Les temps bleus, c'est des temps que je vais dire consacrés à moi, où je fais ma vie IRL, où je fais des trucs pour moi. Tout ce qui est jaune, c'est la révision. La LCA, c'est une matière particulière de médecine. Et puis, bon, il se trouve que nous, on stream sur Twitch, donc je l'ai inscrit, là. Ça va être mon divertissement de la semaine, on va dire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une semaine où je suis chez moi, cette fois-ci, ça ressemble à ça. Je me lève toujours à 5h. De 5 à 6, je fais toujours ma routine. De 6 à 7, je vais marcher.
Ensuite, à partir de 7h, je prends mon petit déjeuner, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est très important les routines quand on prépare des concours comme ça. Et ensuite, ce sont des journées qui sont, comme vous pouvez le voir, remplies de travail et de divertissement. Donc c'est important de trouver votre équilibre. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez faire du sport? Est-ce que vous aimez avoir des loisirs plus sociaux, sortir, voir des gens, boire des cafés, peu importe. Mais il faut avoir une rigueur de vie, c'est essentiel. Sans ça, je pense qu'on explose, en fait. Donc, je prétends pas avoir la meilleure organisation, mais celle-ci, fonctionne. Donc voilà. La préparation au concours. Donc la préparation au concours, vous l'aurez compris, c'est un marathon intense qui dure plusieurs années. Plus tôt vous commencez, mieux c'est. Si vous êtes en avance, si vous trouvez que la 2e et la 3e année c'est trop facile, bonne nouvelle. Les collèges, donc les livres orange existent déjà. Si la 2e et la 3e année c'est trop facile, prenez les livres de la 4e année. Ça sera du temps déjà de gagner. Il faut évidemment maîtriser des connaissances approfondies dans toutes les spécialités médicales, puisqu'au concours, toutes les spécialités peuvent tomber. Et ça exige des sessions intenses de révision. Il faut essayer de les rendre le plus ludique possible. Il faut se donner des objectifs. Il faut se donner en permanence des objectifs, y repenser, se féliciter quand on atteint nos objectifs. Enfin, il y a plein de moyens. Mais c'est vraiment fondamental. Ensuite, oui, c'est ce que je vous disais, c'est intense. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, pour le concours, on a besoin de connaître tout le tronc commun. Sauf que le tronc commun, on pourrait imaginer, comme quand on était au lycée ou à une autre époque, oui, c'est 2-3 matières. Non, le tronc commun, c'est l'intégralité de toutes les matières dispensées dispensé par les collèges. Donc endocrino, santé publique, thérapeutique, urgence, immunologie, néphrologie, hématologie, ORL, etc. Tout ça pour à la fin peut-être être psychiatre et avoir dû apprendre le PILIL, le livre des maladies infectieuses, par cœur. Hein. Mais c'est ce qui nous permet de devenir psychiatre, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le classement pour avoir le concours qu'on souhaite avoir. Donc évidemment, c'est un concours extrêmement sélectif, avec un nombre limité de places pour chaque spécialité et un nombre limité de places pour chaque spécialité dans chaque ville. Vous voyez, je vais prendre un exemple très concret. À Brest, l'année dernière, il y avait 2 places pour être oncologue. À Nantes, il y en avait 3. Et tout est comme ça. Donc ça dépend de la performance globale sur des épreuves théoriques et pratiques. Et il faut être prêt à accepter des affectations dans des villes ou dans des spécialités qu'initialement on n'était pas trop chaud pour y aller, quoi. Il faut être prêt à se dire j'ai planté mon concours, finalement je vais réussir à m'épanouir dans la médecine générale, ce qui est une très belle spécialité dans laquelle on peut vraiment bien s'épanouir par ailleurs, on peut faire beaucoup de choses, mais je ne serai pas neurologue, je serai finalement medG, pas du tout où je voulais être, dans une autre région. Ça c'est vraiment une capture d'écran pour vous dire à droite on a le nombre de places ici, je sais pas, on voit ma souris? Ouais, on voit ma souris. À droite c'est le nombre de places, j'ai pris juste une petite parce qu'il y a trop de spécialités. J'ai pris une capture d'écran, je crois que c'était il y a 2 ans. À droite c'est le nombre de places par spécialité, tout à droite. Donc médecine générale, il y a toujours beaucoup de places, 3388. Tout à gauche c'est le classement du premier qui a choisi médecine générale cette année-là. Donc cette année-là, le premier à choisir médecine générale, il était 56e du concours. Et ici, entre les deux, c'est le dernier à prendre médecine générale, enfin c'est le dernier du classement à prendre médecine générale. Donc là, le dernier à avoir pris médecine générale, il était 9231e. Donc il y a 3388 places, le premier était 56e, et le dernier était 9231e. Et ça permet de voir un peu les spécialités très cotées et très difficiles d'accès. Donc j'ai pris ça, vous voyez, donc là il y en a 3000. Bon, si on veut être médecin légal, enfin si on veut faire de la médecine légale, il y a 26 places.
La bonne nouvelle, c'est que le dernier, il est 9 millième. Ça veut dire que c'est pas une spécialité qui est très très cotée. L'oncologie, c'est un peu plus embêtant, comme vous pouvez le voir. Le premier à le prendre, il était deuxième, il y a 126 places. On pourrait se dire, ah c'est cool, c'est 100 de plus que la médecine légale. Ah, c'est pas cool. Le dernier à le prendre, il était 4 millième cette année-là. Ça veut dire que si je veux être oncologue, il faut que je vise bien mieux que 4 000 en réalité. Parce que 4 millième, c'est peut-être dans un endroit où j'ai pas du tout envie d'aller. C'est peut-être dans un CHU, dans une région dans laquelle j'ai pas du tout envie d'aller. Pareil pour ophtalmo. Ah, le dernier ophtalmo, il y a 154 places. Trop bien, 154, c'est bien. Ah ouais, mais le dernier, il était 3 millième. Donc, c'est dur. C'est vraiment très dur. Donc, on reste sur ce parcours du combattant, sur la sélectivité du concours. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est interne? Une fois qu'on est interne, on est médecin. Ça y est, bravo. Allez. Médecin en formation. Attention. L'internat commence, j'ai choisi ma spécialité, je peux me concentrer sur ma spécialité, approfondir mes domaines de compétences, mes connaissances. Je suis un médecin en formation. Les spécialités varient beaucoup d'une spécialité à l'autre en termes de longueur et de durée. Les internes participent activement aux soins. Ils sont la pierre angulaire de l'hôpital public, du CHU. Sans eux, aucun service ne tournerait puisque les chefs et les seniors ne sont pas trop dans les services, on va dire. Ils font de la consultation, ils font plein de trucs, mais les internes font vraiment beaucoup de choses. Je vous ai pris quelques exemples de à quoi ressemble une maquette d'un interne. Pareil, j'ai pris des maquettes qui moi m'intéressent. Pour être oncologue, il faut 10 semestres, donc c'est une spécialité en 5 ans. On commence avec une phase qu'on appelle la phase socle, avec un stage obligatoire en oncologie radiothérapie et ensuite un stage obligatoire en oncologie médicale. Ensuite, on a une phase d'approfondissement qui dure 3 ans, 6 semestres, où là, on peut choisir parmi pas mal de possibilités. Et ensuite, on a une dernière phase où on a passé notre thèse, parce que pendant qu'on fait ça, pendant qu'on travaille, et là on travaille 80 heures semaine, toutes les semaines, tout le temps, on passe notre thèse en même temps. On fait une dernière année où on est docteur junior, puisqu'on on est thésé, on est docteur en médecine junior, et on choisit on choisit 2 stages de 1 an dans l'option choisie. Est-ce qu'on veut être oncologue médical ou oncologue radiothérapeute? En sachant que si on a envie, on peut en plus choisir une FST, c'est-à-dire une surspécialité, cancérologie, douleur, expertise médicale, pharmacologie, soins palliatifs ou sommeil. Donc vous voyez par exemple, moi c'est une des spécialités qui m'intéresse, l'oncologie médicale avec une FST en soins palliatifs, ça rajoute 1 an, ça ferait donc une maquette en 6 ans. Voilà. Ensuite, je vous ai pris la pédiatrie aussi pour voir à quoi ça ressemblait. La pédiatrie, c'est pareil, c'est 10 semestres, donc une spécialité 5 ans. Avec 2 stages de pédiatrie parmi la pédiatrie générale, urgence pédiatrique ou néonate, un stage en pédiatrie générale, un stage en néonate, un stage aux urgences. Donc vous voyez, c'est un peu la même logique. On a une phase socle, une phase approfondissement, une phase de consolidation, et pareil, les FST à la fin, où vous pouvez choisir de faire de la cancéro, de la douleur, de la maladie allergique, médecine du sport, urgence pédiatrique, soins pal, etc. La gériatrie, celle-ci, elle n'est pas en 5 ans, mais en 4 ans, 8 semestres, avec des stages en court séjour, en médecine d'urgence, en neuro, en pneumo, en soins de suite et réadaptation, en onco, et c'est la même logique, c'est de se dire que là, c'est pas en 5 ans, mais en 4, mais on doit passer notre thèse avant le début de notre 4e année pour être docteur junior, et éventuellement choisir une surspécialité. Les internes sont au fur et à mesure de l'évolution, comme vous l'imaginez, un socle, un approfondissement ou quelqu'un en consolidation n'a pas du tout le même degré d'expertise, mais les internes sont de plus en plus responsables et de plus en plus face aux situations complexes, à la gestion de cas cliniques difficiles, avec une supervision qui est plus ou moins importante. Évidemment, le premier semestre de gériatrie ou de médecine d'urgence ou peu importe, les chefs sont très très présents pour bien accompagner,
quelqu'un qui est à son 4e semestre, donc il sera en 2e année de gériatrie, qui a déjà été en court séjour, en médecine d'urgence, en médecine interne et qui aurait fait un SSR, il a déjà vu beaucoup de choses, donc les chefs le laissent beaucoup plus autonome. Ils participent évidemment aux interventions chirurgicales s'ils sont des internes de chir, aux soins d'urgence et aux traitements spécialisés. Et à ce moment-là, le travail d'équipe entre internes, entre spécialités, devient primordial, essentiel. C'est une... moi, je pense que l'internat, pour voir un petit peu mes collègues qui sont internes, je pense que l'internat, c'est le grand mur de la médecine, en fait. C'est-à-dire que jusqu'au moment où enfin, jusqu'à la fin de l'externat, on a une vie qui est plutôt cool, je pense. Et je pense qu'on se prend le mur, vraiment, quand on devient interne. Les premiers mois de l'internat, c'est horrible. Parce que, à ce moment-là, tout repose sur nous. Enfin, tout repose sur nous, pas tout. Mais le service, si on est de service, beaucoup de choses reposent sur nous. On demande évidemment au chef, mais en même temps, sans mettre jamais la vie du patient en danger, on a envie de réussir à faire la prise en charge. Et donc, il y a d'un seul coup une grosse charge qui arrive en termes d'exigence, que ce soit sur le plan physique, parce qu'on parle de semaines de 80 heures, hein, que ce soit sur le plan émotionnel, parce que cette fois-ci, c'est à nous d'aller annoncer les maladies graves, les décès. Si on l'a pas fait, si on n'a pas appris à le faire pendant l'externat, des fois, c'est très 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 violent. Et tout en ayant toujours cette notion de formation continue, parce qu'il faut continuer à perfectionner notre spécialité. C'est vraiment une épreuve très 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 compliquée. Je remets ce que je vous disais tout à l'heure, et cette fois-ci je l'illustre. On est dans un pays où un interne se donne la mort tous les 18 jours. Détresse terrible du côté du monde soignant. Dans ma promo, on est suivi par des médecins, enfin par des chercheurs qui font des études sur la santé mentale des étudiants de santé, justement par rapport au burn-out, au suicide. Je vous dis, ça arrive très très fréquemment. C'est mais c'est hélas, c'est très 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 fréquent. Après l'internat, on en termine avec tout ça. On a obtenu notre diplôme, on est docteur en médecine. On est prêt à exercer, soit de manière autonome libérale, soit à l'hôpital. On peut décider de continuer notre formation, passer des masters, des diplômes universitaires, de faire de l'accompagnement de recherche. On peut décider de travailler en hôpital, en clinique privée, en cabinet médical, faire de la recherche. Il y a plein de possibilités. Et donc, tout ça fait que c'est quand même un parcours, qui est difficile. Je vous dis, c'est pour ça que je dis un parcours du combattant. Peut-être. Encore faut-il savoir dans quoi on s'engage. Et justement, c'est un parcours dans lequel on voit des obstacles qu'on connaît du coup, ou en tout cas sur lesquels on peut se renseigner. Et c'est l'un des objectifs, c'est l'un des objectifs de cette vidéo, de comprendre les obstacles et les embûches qu'on peut être amené à rencontrer. On a vu que ce sont des études exigeantes, et non pas qu'à la première année, tout du long, avec un travail intensif et des défis constants. On a vu qu'il y avait une pression mentale, physique, des horaires de travail plus qu'irrégulières, la nécessité de rester motivé sur une très longue période, sans avoir la certitude de pouvoir en plus avoir la spécialité qu'on souhaiterait avoir dans la ville qu'on souhaiterait avoir. Donc ça fait beaucoup. Évidemment, la santé mentale, c'est ce qu'on disait juste avant, et là je fais une petite piqûre de promotion et prévention de santé. Statistiquement, c'est ce qu'on se disait avant, les étudiants en santé sont surreprésentés
chez les étudiants présentant des risques suicidaires, ayant fait des passages à l'acte, et burn-out, anxiété, etc. Donc la santé mentale, vraiment un élément important, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pression. La santé mentale, il y a beaucoup de pression sur ces études. Il y a aussi des profils qui ont été sélectionnés au travers d'un concours difficile et exigeant, qui ne veulent pas, qui ont la peur de l'échec pour certaines d'entre eux, qui sont confrontés à des situations, à la mort, la maladie, évidemment ça c'est notre quotidien, mais c'est le job, mais qui ont des fois aussi une pression sociale, familiale, et puis ils se mettent eux-mêmes une pression énorme. Et donc il est essentiel de trouver les stratégies à adopter pour savoir gérer la pression, activité physique, méditation, gestion du temps de manière efficace. Moi, c'est ce que je vous disais, on va en reparler après, hein, mais très vite, avant mon externat, avant mon externat, je savais comment j'allais travailler. Je savais à quel moment j'allais travailler, ce que j'allais faire, quelles allaient être mes soupapes pour souffler, de sécurité, pour m'aérer l'esprit, et comment ça allait se dégrader au fur et à mesure des années pour garder le meilleur équilibre possible pour atteindre mon objectif. Parce que, comme tout le monde, il y a des moments où c'est difficile, et c'est bien normal, vu ce qui se passe. Donc, c'est important pour celles et ceux qui pensent à s'engager dans cette voie, par rapport à tout ce qu'on a déjà abordé, de bien penser à tout ça. Donc, trouver ce qui permet de gérer la pression. Activité physique, méditation, gestion du temps de manière efficace. Savoir qu'il existe des dispositifs de soutien psychologique, qu'il y a des espaces de discussion qui existent également, qui sont mis en place par les facultés. Je vous disais, moi, dans ma fac, la santé mentale, c'est devenu un vrai enjeu par rapport au nombre d'abandons, de burn-out, de surmenage et autres qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc ça existe. Savoir aussi que, évidemment, ensemble, singe fort, et que les étudiants de médecine, et pas que de médecine d'ailleurs, les étudiants de paramède et de med, sont très solidaires les uns des autres, et qu'il ne faut pas hésiter à l'évoquer. Si vous êtes aujourd'hui, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes dans un moment de difficulté pendant vos études de médecine, pour vous dire que ça arrive, que moi ça m'est arrivé, que j'ai dû arrêter un moment avant de reprendre, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, et que il existe des ressources pour vous aider. C'est essentiel. Mais je trouve que ces 4 livres, vraiment, peuvent changer la donne pour tout le monde, et pour un étudiant en médecine en particulier, mais pour tout le monde. Je recommande. Alors vous allez me dire, ouais, mais je lis déjà 50 milliards de livres, et là tu me dis il y en a 4 en plus à lire, machin. Bon, c'est des livres didactiques. Ce sont des livres. L'art subtil de s'en foutre, qui est un livre génial. C'est un livre sur lequel on écrit. L'auteur nous donne une instruction et nous dit vas-y, maintenant écris toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, et on écrit. Puis la page d'après, c'est écris toutes les choses qui vraiment te cassent les pieds. Et on écrit. Et en fait, c'est quelque chose de très participatif et qui permet de trouver le juste recul sur les choses. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour essayer d'avoir un peu d'apaisement dans sa vie. Ça, c'est essentiel. Avaler le crapaud de Brian Tracy, c'est quelqu'un qui a théorisé le fait que dans notre vie, tous les jours, on a un crapaud. Minimum 1, généralement on en a plusieurs. On a le crapaud, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là, pas beau, qui a des boutons partout, qui sent pas bon, mais ce truc qu'on doit absolument faire dans notre journée. Parce que c'est le truc qu'on doit faire absolument, sinon on va avoir des problèmes. Et elle s'est rendue compte avec des études de neurosciences avec des études de neurosciences, que statistiquement les personnes avaient tendance à reporter, à procrastiner le plus possible avant d'avaler le crapaud, avant de s'occuper de ce problème. Et en fait, ce livre, c'est 22 exercices très techniques, enfin très pratico-pratiques, pardon, pour justement avaler le crapaud. Et la grande théorie qu'a Brian Tracy, c'est comment commencer
par avaler le crapaud, en sachant que il n'y en a pas qu'un seul dans la vie de crapaud, il n'y en a pas qu'un seul dans la journée, mais par contre, ça nous permet d'hiérarchiser nos problèmes, de commencer par ce qui est compliqué, et de se dire, bah ça c'est pas un crapaud, en fait c'est un tétard, et je peux le laisser de côté, fondamentalement. Donc, pour les étudiants, c'est quand même très intéressant. Miracle Morning, moi c'est quelque chose que je vous conseille vivement de regarder d'un peu plus près. C'est quelque chose que je fais depuis que je fais depuis longtemps maintenant. C'est justement ce que je fais de 5h à 6h tous les matins. Je me lève, 10 minutes de silence. Méditation, sophrologie, prière si vous êtes croyant, juste du silence, rien, juste du silence, pendant 10 minutes. Après, vous vous réveillez, vous buvez un grand verre d'eau, 10 minutes de silence. Suivi de 10 minutes d'affirmation. C'est-à-dire, j'extériorise à voix haute des choses positives que j'organise dans ma vie, que je souhaite avoir dans ma vie, des objectifs. Je vais réussir mes partiels. Si j'ai des partiels aujourd'hui, je vais réussir mes partiels. Je le dis 5 fois. Je vais réussir mes partiels. Et je le répète, c'est ça une affirmation. Donc 10 minutes de ça, sur plein d'aspects. Je perds du poids, enfin, quels que soient vos objectifs dans la vie. 10 minutes d'affirmation. 10 minutes de visualisation. 10 minutes de visualisation, c'est un moment où vous fermez les yeux et vous dites, bon, ok, aujourd'hui, je dois aller au garage pour mettre ma voiture, mais je dois aussi aller faire une course importante pour un ami, et puis il y a mon partiel à 14h, et puis il faut que je sois en stage à 16h parce qu'il y a un staff, etc. Et je ferme les yeux et je réfléchis à tout ce qui peut se passer dans ma journée. Et en fait, c'est un peu comme les pilotes de Formule 1. Vous voyez, pilote de Formule 1, avant de conduire, il a déjà vécu sa course 10 fois. Il a vécu sa course 10 fois. Il sait qu'à 1 minute 17, il y a une double chicane et qu'il faut être particulièrement concentré à ce moment-là parce que sinon, on peut aller dans le décor. Et ben, en visualisant notre journée, notre semaine, notre mois, et ça peut se décliner en fonction, ou une opération, si c'est la première fois que vous allez être de garde et que vous devez faire des points de suture, ok, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre un champ stérile sous le patient, je dois installer le patient, il me faut absolument de la lidocaïne, il faut que je puisse, et je visualise chaque étape, ok, je sais quel point je fais, je sais quel outil je fais, je sais à quel endroit je vais chercher ça. Ça peut se pratiquer pour n'importe quelle chose, et ça permet au moment de l'action de dire, mais ouais, mais en fait, c'est pas si grave, je sais, en fait, je sais ce que c'est. Donc, 10 minutes de silence, 10 minutes d'affirmation, 10 minutes de visualisation, puis 10 minutes d'écriture. 10 minutes d'écriture pour... vous pouvez faire ce que vous voulez, un journal. Apparemment, il y aurait plus de 70% des personnes qui auraient dit une fois dans leur tête ou en rigolant, oh, qu'est-ce que j'aimerais écrire un livre ou des poèmes ou je sais pas quoi, ou si vous voulez, mais pour de la même manière écrire quelque chose, mais toujours dans cette dynamique de se dire quelque chose de positif. On est en train d'essayer de se créer un petit espace cocooning où on prend soin de soi à un moment dédié le matin avant de commencer la journée. Ah ouais, mais j'ai pas envie de me lever une heure plus tôt. Mais si, t'en as envie parce que t'as envie de prendre soin de toi. Donc, 10 minutes d'écriture. Suivi de 10 minutes de lecture. Ah ouais, mais je lis des livres de médecine toute la journée, j'apprends par cœur des items, j'ai pas envie. Ouais, mais il y a d'autres trucs. Moi, je peux lire Batman, en ce moment, je suis en train de lire Victor Hugo, j'adore ça. Si je m'installais pas pour le faire, à aucun moment, il y aurait toujours autre chose à faire. Bah là, c'est 10 minutes de ma journée où je me lis des poèmes de Victor Hugo, les contemplations de Victor Hugo. Ça me plaît, ça me transporte, ça me donne quelque chose qui m'enthousiasme. Ça peut être autre chose. Si j'ai envie de me mettre à la cuisine ce week-end, ça peut être une recette, ça peut être n'importe quoi. Mais 10 minutes de lecture. Et ensuite 10 minutes d'activité physique, 10 minutes où je vais prendre le temps de faire des exercices d'étirement, de faire un peu d'exercice de yoga si je peux, sinon si j'ai la possibilité d'aller marcher simplement autour de chez moi. Et avec ça, ça vous fait 60 minutes à vous, rien qu'à vous, où vous êtes concentré pour vous-même. Et Hal Elrod a appelé ça le Miracle Morning parce qu'il a compris, enfin, il a dit très vite que
on voulait tous se consacrer 1 heure de son temps, mais que quand on essayait de le faire en milieu de journée, entre la poire et le dessert, entre guillemets, bah non, parce qu'on avait toujours autre chose à faire. Que quand c'était le soir, bah non, parce qu'on a le copain, la copine, des fois les enfants, où il y a toujours autre chose à faire, ou les révisions, ou ceci ou cela. Donc en fait, le seul moment où vraiment on peut se consacrer un temps à soi, c'est en le créant, et donc en se faisant, on se lève 1 heure plus tôt. Ouais, je suis pas du matin, mais si t'es du matin. Si t'as envie d'être du matin, tu seras du matin. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, bam, Miracle Morning, et vraiment, moi je vous le dis, hein, ça fait un bien fou. Et le dernier, qui donne des conseils pratico-pratiques aussi sur comment accomplir des objectifs audacieux, parce que vous l'aurez compris, réussir médecine, c'est un objectif audacieux. Et coucou Artalis, coucou, coucou Loïc aussi. C'est un livre très optimiste. Le Avale le crapaud, tu le trouves très optimiste? J'aime bien, moi je trouve qu'il est pas mal. Avale le crapaud, honnêtement, je l'utilise beaucoup. Pas pour tout, parce que dans les 22 conseils, enfin il y en a 21, parce qu'il y a ça, c'est la version étudiante, mais il y a la version pour adultes aussi, hein, moi je parle de la médecine ici, mais ça peut être pour n'importe quelle chose. Il y a des choses à retirer malgré tout. Moi, ce que je trouve le mieux, ça reste Miracle Morning, de loin. Voilà, quand on veut, on peut. C'est ça, quand on veut, on peut. Mais vous voyez, ce qui est important dans cette logique, moi ce que je trouve important, surtout quand on a après 80 heures à faire, ce que vous vous rendez compte que moi je le fais. En fait c'est ça qu'il faut se dire. C'est que je travaille 80 heures par semaine. Je travaille 80 heures par semaine, d'accord? Entre 70 et 80. Et j'arrive à le faire. Et ça me fait du bien. Ça veut pas dire que ça fera du bien à tout le monde, mais moi je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Donc si je travaille 80 heures par semaine et que j'y arrive, mais tout le monde peut y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas réservé à certaines personnes qui ont besoin de moins dormir ou plus. Non, on peut tous y arriver. Si on a, je vous vends pas la méthode, hein. Si vous avez pas envie, vous avez pas envie. Mais on peut tous y arriver. Ça demande des efforts. Ça, je dis pas, hein. Ce matin, quand je suis allé marcher et qu'il y avait une tempête, enfin qu'il y avait beaucoup de pluie, je suis rentré, j'étais trempé, j'étais pas heureux. Par contre, quand j'ai regardé que j'avais fait 14 000 pas, là je me suis dit, ah ouais, c'est cool. C'est bien, c'est mon objectif. Voilà quelques idées pour la santé mentale, le bien-être. C'est important. Évidemment, vous allez me dire, ouais, on sait, mais ouais, mais on essaye de se donner, on n'est pas tous égaux sur le sommeil, mais on sait qu'en moyenne, il faut à peu près 8 heures. On essaye de se donner 8 heures. Si on n'y arrive pas, parce que je vous ai dit, bah comment tu fais pour dormir 8 heures, parce que quand tu travailles 80 et que tu travailles 24 d'affilée, bah, je le fais pas tous les jours. Et je ne peux pas te faire toujours. Mais j'essaye, j'aspire à ça. Je prends soin de moi, notamment au travers des choses dont je vous ai parlé, bah, le Miracle Morning par exemple. Mais ça peut être d'autres choses. Il y a des personnes, mais moi j'ai envie de prendre un café avec les copains, les copines. Bah prends un café, donne-toi 1h30 de ton temps et va voir tes copains. Va voir tes copains, tes copines. J'ai une petite copine, j'ai un petit copain, c'est important pour moi, j'ai besoin d'avoir une relation personnelle épanouie pour avoir une relation professionnelle épanouie. Bah, il faut le chérir, ça aussi. Ça, c'est important. Donc, toutes ces choses-là participent à avoir une meilleure gestion de vous-même. Et si vous avez une meilleure gestion de vous-même, vous aurez une bien meilleure gestion de vos études. Et ça, c'est essentiel. Pour finir, conclusion, le parcours du carabin. Bah, le parcours du carabin, c'est un parcours semé d'embûches qui commence par un prérequis la première année, suivi d'un premier cycle, deuxième et troisième année, où on voit les connaissances théoriques et on commence à mettre des petits pieds dans l'hôpital public, suivi de quatrième, cinquième, sixième année, où on essaye de faire à la fois 45 on fait notre travail à l'hôpital tout en bossant à côté, tout en faisant plus parce que le concours veut qu'on en fasse plus pour qu'on ait les meilleures notes possibles pour avoir notre objectif de stage, enfin de spécialité, pardon, notre objectif de spécialité. Et ensuite on est spécialité pendant, ça dépend, mais on va dire de 3 à 6 ans, voilà. Et on est interne, donc médecin et docteur en médecine quand on a passé notre thèse. Donc, de la première à la dernière année, chaque étape est marquée par des défis, des apprentissages. Il y a la réussite du concours, un long apprentissage théorique et clinique,
d'autres concours, un concours à l'entrée, concours supplémentaire à la fin, et une spécialisation qui est un processus très très exigeant, qui demande ces études demandent une très forte résilience, une gestion du stress, une passion dans la médecine, parce que sans la passion de ce métier, on fait un très mauvais médecin, de 1, et de 2, je pense qu'on n'y arrive plus et on devient malheureux dans son travail. Peut-être qu'on n'arrive pas au bout, et ensuite on n'arrive plus au bout d'un certain temps. Il faut l'organisation, on en a parlé. Il faut avoir un maintien de son équilibre de vie, sa vie personnelle, et que chacun peut trouver sa voie, quelle que soit la spécialité, parce que tout à l'heure je taquinais un petit peu en disant ouais, c'est soit chirurgien cardio-thoracique à Paris, soit médecin du travail dans la Creuse. Mais moi j'ai une copine qui, j'ai une collègue plutôt, j'ai une collègue qui vient de la Creuse, qui aime beaucoup la Creuse. Alors elle n'est pas particulièrement intéressée par la médecine du travail, mais s'installer dans la Creuse, ça lui plairait beaucoup. Il faut trouver sa voie. Il faut trouver sa voie, la spécialité qui va nous permettre de nous épanouir pleinement. Parce que, comme vous le disiez, c'est une passion, la médecine. C'est un art, c'est pas de la science, c'est une pratique, c'est une passion, c'est un art. Et qui mérite pleinement qu'on se batte pour elle, quels que soient les commentaires des uns ou des autres. Et qui nécessite un peu d'équilibre. Je trouvais cette image vraiment très très sympa. Juste pour vous dire les sources que j'ai utilisées, comme je le fais à chaque fois. Évidemment, le ministère de l'enseignement supérieur, l'ordre des médecins, la NEF, qui est donc l'organisation qui représente les étudiants de médecine, la conférence des doyens, l'université de Paris, l'INSERM, sur notamment toute le volet sur les recherches médicales, la conférence nationale des cours de l'internat, qui est très très utile. Je suis allé un peu sur Doctissimo pour voir certaines illustrations qu'ils proposaient, les MedTalk au niveau de YouTube, et je suis allé en particulier sur 3 universités pour voir un peu comment est-ce qu'ils construisaient leur maquette. À savoir Paris, Lyon et Montpellier. Montpellier qui est l'une des premières, la première d'ailleurs si je dis pas de bêtises, faculté de médecine en France. Un grand merci aussi à toutes celles et ceux de YouTube qui nous ont suivis. Hop, on continue à faire des progrès incroyables, hein. On continue à monter, on va être bientôt à 300 sur YouTube. Et là, pour toutes celles et ceux qui sont en train de réfléchir à éventuellement une orientation, surtout, regardez bien, pesez bien le pour et le contre, vous voyez les difficultés, vous voyez que c'est un super métier aussi. Et je ferai des vidéos plus focus sur chaque partie. Sur la première année plus technique, sur l'externat plus technique, sur l'internat plus technique. Et des vidéos aussi sur, mais qu'est-ce que c'est qu'une garde? Tu me dis, mais t'es de garde. C'est quoi une garde? Puis des choses un peu comme ça, dans cette rubrique-là, dans cette rubrique carrément. Donc voilà. Bon les amis, sur ce, je vous remercie vraiment pour votre présence, votre participation. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre du YouTube. Ça permet à toutes les choses de s'algorithmer, comme on dit correctement en bon français de France. Et puis, je vous dis à une prochaine avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Allez, ciao.